Chapitre 1er. L'énigme de Pierre. Le brouillard matinal enveloppait le château de Chambord comme un linceul de soie grise. Docteur Isabelle Moreau observait la silhouette monumentale émerger lentement de la brume, ses 365 cheminées perçant le ciel comme autant de sentinelles de pierre. Après 15 ans passés à étudier l'architecture Renaissance dans les musées poussiéreux de Paris, elle se tenait enfin devant le plus grand mystère architectural de France. Magnifique, n'est-ce pas ? La voix la fit sursauter. Un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume gris impeccable, s'approchait d'elle sur le gravier de l'allée principale. « Je suis Henri Beaumont, le conservateur du château. Vous devez être le docteur Moreau. » Isabelle serra la main tendue. « Merci de me recevoir, monsieur Beaumont. J'ai étudié vos publications sur l'architecture de Chambord. Votre théorie concernant l'influence directe de Léonard de Vinci sur la conception de l'escalier est fascinante. » Le visage de Beaumont s'assombrit légèrement. Une théorie que beaucoup de mes collègues considèrent comme, disons, excessive. Mais venez, je vais vous montrer pourquoi j'ai insisté pour que vous veniez examiner les archives que nous avons récemment découvertes. Ils traversèrent la cour d'honneur, leurs pas résonnant sur les pavés anciens. Isabelle leva les yeux vers la lanterne centrale du château, cette tour extraordinaire qui dominait l'édifice comme une couronne de pierre sculptée. Même après des siècles d'études, Chambord gardait ses secrets. En 1519, commença Beaumont tandis qu'ils entraient dans le château, François Ier ordonna la construction de ce palais. Il venait tout juste de revenir d'Italie, ébloui par la Renaissance. Et dans ses bagages, pour ainsi dire, il ramenait le plus grand génie de son époque. « Léonard de Vinci », murmura Isabelle. Mais il est mort à Amboise en 1519, justement. Les historiens affirment qu'il n'a jamais vu Chambord. C'est ce qu'on a toujours cru. Beaumont s'arrêta devant le célèbre escalier à double révolution, le cœur architectural du château. 2 spirales entrelacées montaient vers le ciel, permettant à 2 personnes de monter ou descendre simultanément sans jamais se croiser, ne se voyant qu'à travers les ouvertures sculptées dans la colonne centrale. « Les archives que vous mentionniez » demanda-t-elle. Beaumont sourit mystérieusement. « Suivez-moi. » Ils traversèrent plusieurs salles richement décorées, leurs pas étouffés par de épais tapis. Des tapisseries Renaissance ornaient les murs, représentant des scènes de chasse royale. Enfin, Beaumont ouvrit une porte discrète qui menait à un escalier étroit descendant dans les profondeurs du château. Les sous-sols de Chambord sont rarement ouverts au public, expliqua-t-il en allumant série de lampes électriques qui remplaçaient les torches d'autrefois. Trop humide, trop dangereuse, mais c'est là que nous conservons les documents les plus anciens et les plus fragiles. L'air devenait plus frais et plus chargé d'odeurs de pierres humides et de vieux papiers. Ils arrivèrent dans une salle voûtée où des rangées d'étagères métalliques modernes contrastaient étrangement avec l'architecture médiévale. Beaumont se dirigea vers une table où reposait une boîte métallique hermétique. « Il y a 3 mois, dit-il en ouvrant délicatement la boîte, nous avons entrepris des restaurations dans l'aile ouest. Derrière un panneau de bois, dans ce qui était autrefois les appartements privés de François Ier, nous avons découvert une cache. À l'intérieur, ces documents. » Il sortit avec précaution plusieurs feuilles de parchemin protégées par des chemises de conservation. Isabelle enfila des gants blancs avant de les examiner. Son cœur battait la chamade. Le premier document était une lettre, l'encre brune légèrement décolorée, mais toujours lisible. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « c'est l'écriture de François Ier. J'ai étudié sa correspondance à Fontainebleau. »« Lisez !» l'encouragea Beaumont. Isabelle se pencha sur le parchemin déchiffrant l'ancien français. « Mon cher maître Léonard, les plans que vous m'avez confiés à Amboise transcendent tout ce que j'aurais pu imaginer. L'escalier que vous avez conçu sera le cœur de mon nouveau palais en Sologne. Mais plus encore, le secret que vous m'avez révélé, cette vérité cachée dans la pierre même, doit être préservé pour les âges à venir. Comme nous en avons convenu, seuls ceux qui comprendront la vraie nature de votre génie découvriront ce que nous laissons derrière nous. Le double chemin ne mène pas seulement au ciel, mais vers la connaissance elle-même. 2 esprits, 2 voies, une seule vérité. Que Dieu protège votre âme, mon ami, mon maître, mon frère en vision. » François
Roi de France, ce 15e jour d'avril, an de grâce 1519. Isabelle relut la lettre 3 fois, son esprit scientifique luttant contre l'excitation qui montait en elle. 15 avril 1519, c'est 3 semaines avant la mort de Léonard. Exactement, confirma Beaumont. Cette lettre prouve que Léonard a bel et bien conçu l'escalier de Chambord. Mais ce n'est pas tout. Regardez le deuxième document. Le parchemin suivant était couvert de diagrammes et de notes dans l'écriture miroir caractéristique de Léonard de Vinci. Isabelle reconnut immédiatement le style du maître, des croquis précis accompagnés de notes détaillées, des calculs mathématiques, des observations sur la géométrie et la proportion. « C'est authentique », souffla-t-elle. « Ces dessins, c'est l'escalier de Chambord, mais avec des annotations que je n'ai jamais vues. Regardez ici, et là, il y a des chambres secrètes indiquées dans la structure. » « C'est ce que je pensais, Lucie, » dit Beaumont, sa voix tremblant légèrement. « Docteur Moreau, je vous ai fait venir parce que vous êtes la seule spécialiste que je connaisse qui possède à la fois l'expertise architecturale Renaissance et la crédibilité nécessaire pour valider une telle découverte. Si ces documents sont authentiques, cela changerait tout ce que nous savons sur la construction de Chambord et potentiellement sur les derniers mois de la vie de Léonard. » Elle étudia les diagrammes plus attentivement. L'escalier était représenté dans ses moindres détails, mais avec des éléments supplémentaires, des passages secrets, des mécanismes, et au centre, une annotation en italien que Léonard avait écrite dans son style miroir. « Il core nascosto, rivela la vérité quand deux âmes montent ensemble. » Le cœur caché révèle la vérité quand deux âmes montent ensemble, répéta Isabelle. Deux âmes montent ensemble, comme les deux spirales de l'escalier. Monsieur Beaumont, je crois que Léonard a construit un mécanisme dans l'escalier lui-même, quelque chose qui ne s'active que lorsque deux personnes l'empruntent simultanément. Le conservateur la regarda avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Vous pensez que c'est possible, après 5 siècles? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Isabelle sortit son téléphone et ouvrit une application de métronome. Léonard était obsédé par les proportions musicales. Regardez ces nombres sur le plan. 60, 120, 240, c'est une progression géométrique basée sur le rythme musical. 60 battements par minute, la mesure d'un cœur humain au repos. Elle régla le métronome et le son régulier résonna dans le hall silencieux. Nous montons en suivant ce rythme. Une marche par battement. Marguerite et moi prendrons les 2 spirales. Monsieur Beaumont, vous resterez ici pour observer et documenter ce qui se passe. Marguerite hocha la tête avec détermination. Je prends la spirale Est, c'est celle que je connais le mieux. Les 2 femmes se positionnèrent chacune à l'entrée d'une spirale. L'escalier s'élevait devant elles, les 2 hélices s'entrelaçant dans une danse de pierre qui semblait défier les lois de la physique. Traversant les ouvertures de la colonne centrale, elles pouvaient se voir, ces silhouettes encadrées par les arcades sculptées. « Prête ?» demanda Isabelle. Le métronome continuait son battement régulier. On commence au prochain signal. Le tic du métronome retentit. Ensemble, elles posèrent le pied sur la première marche, puis la deuxième. Le rythme était étrangement hypnotique, transformant leur ascension dans une chorégraphie précise. Traversant les ouvertures de la colonne centrale, Isabelle voyait Marguerite monter en miroir, parfaitement synchronisée. 10 marches, 20. L'acoustique de l'escalier était remarquable. Chaque pas retentissait dans la colonne centrale, créant un écho musical. Isabelle comprit soudain. L'escalier lui-même était un instrument, conçu pour résonner à une fréquence spécifique quand il était utilisé correctement. « Vous entendez ça ?» cria Marguerite depuis son côté. Sa voix portait parfaitement à travers la structure. « Oui, la résonance change. » Elles atteignirent le premier palier, 42 marches exactement. À travers l'ouverture, leurs regards se croisèrent. « On continue, » dit Isabelle. « Restez en rythme. » La seconde section de l'escalier montait vers le 2e étage. Le métronome continuait son battement imperturbable. 50 marches, 60. La lumière du matin filtrait maintenant par les fenêtres hautes, projetant des ombres géométriques sur les murs de pierre blanche. 70 marches. Quelque chose avait changé. Isabelle le sentait plus qu'elle ne l'entendait. Une vibration subtile dans la pierre sous ses pieds. Marguerite l'avait senti aussi. Elle regarda Isabelle avec des yeux écarquillés. « Ne vous arrêtez pas !» cria Isabelle. « Gardez le rythme !» 84 marches, 85, 86. Elles approchaient du 2e palier. La vibration s'intensifiait, devenant un bourdonnement presque audible. C'était comme si le château lui-même s'éveillait.
comme si 500 ans d'attente prenaient fin. 87, 88. Un clic métallique résonna dans la colonne centrale. Isabelle et Marguerite s'arrêtèrent sur le palier du deuxième étage, haletantes. Le son du métronome semblait maintenant déplacé, incongru dans le silence soudain qui était tombé. En bas, Henri Beaumont les appelait, sa voix pleine d'urgence. « Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu quelque chose !» Mais les deux femmes ne l'écoutaient pas. Elles fixaient la colonne centrale de l'escalier. Une section du mur de pierre, parfaitement invisible auparavant, s'était légèrement décalée, révélant une fine ligne dans la maçonnerie. Un panneau secret, si bien intégré à la structure qu'il était impossible à détecter quand il était fermé. « Mon Dieu !» souffla Marguerite. « C'est réel. Tout est réel !» Isabelle s'approcha du panneau avec précaution. La pierre avait pivoté sur un axe caché, s'ouvrant vers l'intérieur pour révéler un passage étroit. L'air qui échappait de l'ouverture était sec et étrangement préservé, portant une odeur de vieux papier et d'encens ancien. Henri Beaumont les avait rejointes, grimpant l'escalier aussi vite que ses jambes le permettaient. « Incroyable !» haleta-t-il. « Je ne peux pas le croire, après toutes ces années. » Personne ne l'a trouvé, parce que personne ne savait chercher. Le mécanisme nécessitait non seulement 2 personnes, mais aussi la connaissance précise du rythme à suivre. Léonard a créé une serrure dont la clé était la compréhension elle-même. Elle sortit une lampe torche de son sac. Le faisceau lumineux perça l'obscurité du passage, révélant un escalier étroit qui montait vers l'intérieur de la lanterne centrale. Des toiles d'araignée couvraient les murs, mais les marches de pierre étaient étonnamment bien préservées. « On y va ?» demanda Marguerite, sa voix mêlant excitation et appréhension. « Documentons tout, » dit Isabelle, sortant son appareil photo. « Chaque détail doit être préservé. C'est peut-être la découverte archéologique la plus importante du XXIe siècle. » Ils commencèrent l'ascension du passage secret, leurs lampes torches créant des ombres dansantes sur les murs. L'escalier montait en spirale à l'intérieur de la colonne centrale, invisible de l'extérieur. Isabelle réalisait l'ingéniosité du design. Cette chambre secrète avait toujours été là, cachée au cœur même de l'élément architectural le plus célèbre de Chambord. Après 28 marches exactement, ils atteignirent une porte. Pas de pierre cette fois, mais de bois massif, noirci par l'âge, mais encore solide. Des symboles étaient gravés dans le bois, des figures géométriques, des équations mathématiques, et au centre, le sel personnel de François Ier. « Personne n'a ouvert cette porte depuis la Renaissance », murmura Henri Beaumont, sa main tremblant alors qu'il tendait la main vers la poignée de fer forgé. « Attendez, » dit Isabelle, « regardez l'inscription au-dessus de la porte. » Ils levèrent leurs lampes. Gravé dans la pierre du linteau en latin était écrit « Veritas in centrum manet ». La vérité demeure au centre. « De quoi ?» demanda Marguerite. « Du château, de la connaissance, du mystère lui-même. » Isabelle prit une profonde respiration. « On ouvre ?» Henri tourna la poignée. Avec un grincement qui trahissait son grand âge, la porte s'ouvrit lentement. Chapitre 3. Le testament de Léonard. La pièce qui s'ouvrait devant eux était circulaire, suivant la courbe intérieure de la lanterne centrale. Des fenêtres étroites, invisibles de l'extérieur mais parfaitement fonctionnelles de l'intérieur, laissaient entrer la lumière du matin en rayons dorés qui illuminaient la poussière dansant dans l'air. Mais ce n'était pas l'architecture qui coupa le souffle des 3 visiteurs. C'étaient les murs. Chaque centimètre de surface était couvert de dessins, de diagrammes, de notes, d'équations. Les murs eux-mêmes avaient été enduits d'un plâtre blanc, transformant l'ensemble de la chambre en un gigantesque carnet d'esquisses. Et partout, l'écriture miroir caractéristique de Léonard de Vinci. « C'est impossible » souffla Henri. « Tout cela, comment personne n'a-t-il su ?» Isabelle avançait lentement dans la pièce, tournant sur elle-même pour tout absorber. Les architectes s'émerveilleront de l'escalier impossible, mais moi, je saurai. Au cœur de tout cela bat notre secret, notre rêve partagé d'un monde meilleur. J'ordonne que cette chambre soit scellée, que seuls ceux qui possèdent la curiosité et l'intelligence que Léonard chérissait tant puissent la découvrir. Si un jour la France et le monde sont prêts pour sa vision, alors ceux qui sont dignes la trouveront. En attendant, je construirai le plus beau château que la France ait jamais vu. Et dans ses pierres, dans sa géométrie parfaite, dans son escalier mystérieux, je cacherai l'esprit de l'homme qui a vu le futur. Isabelle referma doucement le carnet quand elle remarqua quelque chose. Une dernière page, séparée des autres par un signet de soie rouge. Elle l'ouvrit avec précaution. C'était un dessin,
simple mais poignant. 2 hommes, l'un jeune et royal, l'autre âgé et sage, leurs mains se touchant alors qu'ils contemplaient ensemble un plan déplié. Sous le dessin, dans l'écriture conjointe de Léonard et François, une inscription. 2 esprits, 2 voix, une seule vérité. Que notre travail traverse les âges. C'est la clé de tout, murmura Isabelle. L'escalier à double révolution n'était pas seulement un exploit architectural, c'était un symbole. 2 chemins qui montent ensemble sans se croiser, mais qui partagent le même centre, le même but. C'était la métaphore de leur collaboration. Henri regarda sa montre et sursauta. « Mon Dieu, il est presque 10 heures. Le château ouvre dans 15 minutes. Nous devons... » « Non, l'interrompit Isabelle fermement. « Nous devons rester ici. Nous devons documenter tout cela correctement. Cette découverte est trop importante pour être précipitée. Mais les touristes, les visites guidées... » « Fermez le château pour la journée, dit Isabelle. Inventez une excuse, des travaux d'urgence, une inspection de sécurité, peu importe, nous avons besoin de temps. Et nous avons besoin d'experts, des spécialistes en conservation, des historiens de l'art, des architectes. » Marguerite hocha la tête. « Elle a raison, papa. Ceci change tout. Nous devons le faire correctement. » Henri soupira, puis sourit. « Vous avez raison, toutes les deux. Je vais appeler Paris. L'Institut national d'histoire de l'art doit être informé immédiatement, et la Société des Amis du Louvre. Mon Dieu, le Louvre va vouloir organiser une exposition. »« Attendez, dit Isabelle. » Elle se tenait devant un panneau particulier sur le mur, un grand dessin qui dominait tous les autres. C'était un plan de ville, mais pas n'importe quelle ville. C'était une métropole massive s'étendant le long d'un fleuve qui ne pouvait être que la Loire. Des ponts élégants connectaient les 2 rives, des parcs et des jardins ponctuaient le tissu urbain. Des bâtiments publics, bibliothèques, hôpitaux, théâtres, étaient stratégiquement placés. Et au centre de tout cela, un grand espace ouvert, un lieu de rassemblement pour les citoyens. « C'est incroyable, » souffla Marguerite. « Il a pensé à tout. Le transport, la santé publique, l'éducation, la culture, c'est une ville complète. » « Regardez les annotations, » dit Isabelle, traçant du doigt les notes de Léonard. Il calculait tout, la capacité de population optimale basée sur les ressources en eau disponibles, la surface d'espace vert nécessaire par habitant pour la santé mentale, l'orientation des rues pour maximiser la ventilation naturelle et minimiser la propagation des maladies. Il comprenait l'épidémiologie urbaine, réalisa Henri. 400 ans avant que nous comprenions comment les maladies se propagent dans les villes densément peuplées. Il comprenait tout, dit Isabelle doucement. Ou du moins, il essayait. C'était son don et sa malédiction. Il voyait les connexions que personne d'autre ne voyait. Il comprenait que vous ne pouviez pas séparer l'art de la science, la beauté de la fonction, le présent du futur. Elle se tourna vers les 2 Beaumont. Vous comprenez ce que cela signifie? Nous n'avons pas seulement trouvé quelques dessins perdus, nous avons trouvé une philosophie entière d'architecture et d'urbanisme entièrement développée, testée théoriquement, prête à être mise en œuvre, et elle a 500 ans. « Que faisons-nous maintenant » demanda Marguerite. Isabelle réfléchit un moment. « Nous documentons, nous préservons, nous étudions, et ensuite nous partageons avec le monde, non pas comme une curiosité historique, mais comme ce qu'elle est vraiment, une vision d'avenir qui pourrait encore être pertinente aujourd'hui. » Chapitre 4 – Les gardiens du secret. Les 3 premiers jours furent un tourbillon d'activités. Henri Beaumont avait effectivement fermé le château au public, citant une inspection structurale urgente. Pendant ce temps, une équipe soigneusement sélectionnée d'experts arrivait de Paris, de Tours et même d'Italie. Isabelle avait insisté sur la discrétion. Si la presse l'apprend trop tôt, nous serons submergés. Nous avons besoin de temps pour comprendre vraiment ce que nous avons trouvé avant que cela ne devienne un cirque médiatique. Dans la chambre secrète, des spécialistes en conservation documentaient minutieusement chaque dessin, chaque note. Des photographes utilisaient des techniques d'imagerie multispectrale pour révéler des détails invisibles à l'œil nu. Des historiens de l'art comparaient l'écriture et le style aux œuvres connues de Léonard. Le verdict était unanime. Tout était authentique. C'est indéniablement son travail, confirma Dr Alain Mercier, le plus grand expert français de Léonard de Vinci. Le vieil homme, qui avait passé 50 ans à étudier le maître, avait pleuré en entrant dans la chambre secrète.
La précision du trait, les calculs mathématiques, même la composition du plâtre sur les murs correspondent aux techniques qu'il utilisait en Italie. C'est authentique. Tout est authentique. Isabelle travaillait jour et nuit, dormant à peine. Elle avait installé un laboratoire temporaire dans une des salles adjacentes où elle analysait les carnets page par page. Certains contenaient des textes en italien, d'autres en français. Quelques-uns mélangeaient les deux langues. Léonard et François avaient clairement travaillé ensemble, ajoutant des notes, des corrections, des améliorations au plan. « C'est fascinant », dit-elle à Marguerite lors d'une pause café tard dans la soirée du 3e jour. « On voit vraiment leur processus de pensée. Léonard propose quelque chose d'audacieux, disons des bâtiments de 6 étages pour maximiser l'espace urbain. François répond avec des considérations pratiques, le coût de la construction, la disponibilité des matériaux. Puis Léonard ajuste, propose une alternative. C'était une vraie collaboration. Tu penses qu'ils auraient pu vraiment la construire, leur cité idéale ? Isabelle regarda par la fenêtre vers la campagne environnante de Sologne. Techniquement, oui, avec les ressources d'un royaume comme la France, ils auraient pu commencer. Mais politiquement, économiquement, elle secoua la tête. François était constamment en guerre avec Charles Quint, la France était endettée. Et puis il y avait la résistance au changement. Même aujourd'hui, avec toute notre technologie, construire une ville entièrement nouvelle est un défi monumental. Mais maintenant, nous avons leur plan. Qu'est-ce qui nous empêche d'essayer ? La question resta suspendue dans l'air. Isabelle n'avait pas de réponse immédiate. Le soir du 4e jour, une réunion cruciale fut organisée dans la grande salle du château. Autour d'une longue table de chêne étaient rassemblés les experts qui avaient examiné la découverte, des historiens, des architectes, des conservateurs, des représentants du ministère de la Culture français. Henri Beaumont ouvrit la session. « Mesdames et messieurs, nous sommes face à une décision sans précédent. Cette découverte appartient à la France, à Chambord, mais aussi au monde. Comment procédons-nous » Docteur Mercier prit la parole en premier. « Du point de vue historique et artistique, c'est simple. Nous devons préserver, étudier et éventuellement exposer ces documents. Le Louvre devrait organiser une exposition majeure. Les carnets doivent être numérisés et rendus accessibles aux chercheurs du monde entier. »« Je suis d'accord, » dit une femme aux cheveux gris, Madame Dubois, conservatrice en chef du Musée national de la Renaissance. « Mais nous devons aussi considérer Chambord lui-même. Cette chambre secrète doit rester ici, dans son contexte original. Nous pouvons créer un parcours spécial pour les visiteurs, peut-être limité pour préserver le site. »« Et l'escalier » demanda un architecte parisien, M. Laurent. « Le mécanisme d'ouverture fonctionne toujours parfaitement après 500 ans. C'est un méchèvre d'ingénierie mécanique. Nous devons étudier comment Léonard l'a conçu. » La discussion continua pendant des heures, touchant tous les aspects de la découverte. Finalement, Isabelle demanda la parole. « Avec tout le respect que je dois à mes distingués collègues, je pense que nous manquons quelque chose d'essentiel. Cette découverte n'est pas seulement historique, elle est actuelle, pertinente, urgente même. » Les regards se tournèrent vers elle, certains surpris, d'autres intrigués. Léonard et François n'ont pas créé cette chambre secrète comme un mausolée, ils l'ont créée comme un message dans une bouteille lancée vers le futur, vers nous. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas réaliser leur vision de leur vivant, alors ils l'ont préservée pour un temps où elle serait possible. « Tu suggères quoi exactement ?» demanda Dr Mercier. « Je suggère que nous prenions leurs plans au sérieux, non pas comme des curiosités historiques, mais comme des blueprints pour l'avenir. Regardez ce que Léonard a conçu, des villes durables, des transports efficaces, des espaces publics pour tous, une intégration harmonieuse de la nature et de l'urbanisation. Ce sont exactement les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. »« Tu veux construire la cité de Léonard ?» s'exclama M. Laurent, incrédule. « C'est impossible, les coûts seraient astronomiques. Et où ? Certainement pas sur les rives de la Loire. C'est un site de paritage mondial de l'UNESCO. Non pas littéralement reconstruire, mais utiliser ses principes, ses idées sur l'urbanisme durable, sur l'intégration de la nature en ville, sur la conception centrée sur l'homme. Des architectes et urbanistes modernes réinventent ces concepts tous les jours, sans savoir que Léonard les avait déjà formulés il y a 5 siècles. Madame Dubois sourit. Une perspective intéressante. Tu proposes essentiellement que nous traitions cette découverte non seulement comme de l'histoire, mais comme de la recherche et développement ? Exactement, répondit Isabelle avec passion. Imaginez si nous pouvions organiser une conférence internationale ici à Chambord.
des architectes, des urbanistes, des écologistes, des historiens, tous ensemble pour étudier les plans de Léonard et discuter comment ces idées pourraient être appliquées aux défis urbains contemporains. La cité Renaissance du XXIe siècle, murmura Marguerite. Un projet de recherche qui combine histoire et innovation. Henri Beaumont frappa sur la table. C'est brillant. Ça transformerait Chambord d'un musée en un centre vivant d'innovation architecturale. Et ça honorerait vraiment l'intention de Léonard et François. Le débat reprit avec une énergie renouvelée. Des objections furent soulevées. Le financement, la logistique, le risque de commercialisation excessive de la découverte. Mais l'idée avait pris racine. Finalement, à minuit passé, un consensus émergea. La découverte serait annoncée publiquement dans 2 semaines, lors d'une conférence de presse majeure à Paris. Le Louvre organiserait une exposition des carnets et dessins. Chambord créerait un parcours spécial permettant aux visiteurs d'accéder à la chambre secrète en petits groupes. Et un institut de recherche serait établi dédié à l'étude des principes d'urbanisme de Léonard et leur application moderne. « Il nous faut un nom pour cet institut », dit Henri. « L'Institut François et Léonard », proposa Isabelle immédiatement, pour honorer les 2 visionnaires et leur collaboration. La motion fut adoptée à l'unanimité. Chapitre 5. La révélation. 2 semaines plus tard, Isabelle se tenait dans l'auditoire bondé du Louvre. Des journalistes du monde entier étaient présents, leurs caméras braquées sur l'estrade où étaient exposés certains des carnets découverts, protégés dans des vitrines climatisées. L'excitation dans la salle était palpable. À côté d'elle se tenaient Henri et Marguerite Beaumont, docteur Mercier et plusieurs ministres du gouvernement français. La ministre de la Culture elle-même allait faire l'annonce officielle. « Mesdames et messieurs », commença la ministre, sa voix amplifiée dans tout l'auditoire. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour révéler ce qui est sans doute la découverte la plus significative de l'histoire de l'art et de l'architecture depuis un siècle. » Elle fit un geste vers l'écran géant derrière elle où apparut une photo de l'escalier de Chambord. Le château de Chambord, joyau de la Renaissance française, a gardé un secret pendant 500 ans. Un secret qui révèle une nouvelle dimension du génie de Léonard de Vinci et de la vision de François Ier. Ce qui suivit fut une présentation magistrale de la découverte. Des images de la chambre secrète, des gros plans des carnets, des animations montrant comment le mécanisme de l'escalier fonctionnait. Quand les plans de la cité idéale apparurent à l'écran, un murmure d'admiration parcourut la salle. Ces documents, continua la ministre, prouvent ce que les historiens suspectaient depuis longtemps. Léonard de Vinci a bien conçu l'escalier de Chambord. Mais ils révèlent aussi quelque chose de plus profond. La relation entre Léonard et François Ier n'était pas simplement celle d'un artiste et de son patron. C'était une véritable collaboration intellectuelle, un partenariat visionnaire qui a produit des idées en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Elle invita alors Isabelle à prendre la parole. Les jambes tremblantes, Isabelle s'avança vers le podium. Des centaines de paires d'yeux étaient fixés sur elle. « Merci, Madame la Ministre. Ces dernières semaines ont été les plus extraordinaires de ma vie. Mais ce que je veux partager aujourd'hui n'est pas seulement de l'excitation d'archéologue. C'est un message d'espoir. » Elle fit signe et une nouvelle image apparut. Le plan détaillé de la cité de Léonard. Quand nous regardons cette vision urbaine conçue il y a 500 ans, nous voyons des concepts que nous redécouvrons seulement maintenant. Durabilité environnementale, transport en commun efficace, espace vert intégré, architecture bioclimatique, santé publique urbaine. Léonard n'avait pas nos ordinateurs, nos simulations, nos études, mais il avait peut-être quelque chose de plus puissant, une compréhension holistique de comment les systèmes fonctionnent ensemble. Elle marqua une pause, laissant l'image s'imprimer dans les esprits. François Ier et Léonard de Vinci savaient qu'ils ne pourraient pas réaliser leur vision. Alors, ils l'ont préservée, pour nous, pour un futur où elle serait possible. Ce futur, c'est maintenant. Nous avons la technologie, les ressources, la compréhension. La question est, est-ce que nous avons la volonté ? Des questions fusèrent de la salle. Des journalistes voulaient des détails sur la découverte, des historiens demandaient des précisions sur l'authentification, des architectes s'interrogeaient sur la faisabilité des plans de Léonard. Isabelle répondit patiemment à chacun, soutenue par les autres experts sur l'estrade.
mais c'est une question d'un jeune journaliste d'un magazine d'architecture qui résonna le plus profondément. « Docteur Moreau, dites-vous vraiment que nous devrions essayer de construire quelque chose basé sur ces plans? N'est-ce pas, Je ne sais pas, idéaliser le passé? Isabelle sourit. Non, pas construire une réplique, ce serait effectivement idéaliser le passé, mais apprendre de ses principes? Absolument. Léonard nous montre que les meilleures solutions urbaines ne viennent pas de la technologie seule, mais de la compréhension profonde de comment les humains vivent, travaillent et prospèrent ensemble. Cette leçon est intemporelle. La conférence de presse dura 3 heures. Quand elle prit fin, Isabelle était épuisée mais exaltée. Les gros titres allaient faire le tour du monde. Le secret de Chambord révélé. Léonard de Vinci, urbaniste visionnaire. Une découverte qui change notre compréhension de la Renaissance. Dans les jours qui suivirent, l'histoire explosa sur tous les médias. Les réservations pour visiter Chambord s'envolèrent. Le site web du château, qui offrait des images haute résolution des carnets découverts, reçut des millions de visites. Des universités du monde entier contactèrent l'Institut François et Léonard, nouvellement formé, pour proposer des collaborations. Mais pour Isabelle, le moment le plus significatif vint 1 semaine après la conférence de presse. Elle était retournée à Chambord pour superviser l'installation du nouveau parcours de visite quand une femme l'approcha dans la cour du château. « Docteur Moreau ?» C'était une femme d'une 40aine d'années avec un accent qui trahissait des origines scandinaves. « Je m'appelle Dr Astrid Johansson, je suis urbaniste à Stockholm. Je voulais vous remercier. » « Me remercier? Pourquoi ? » Pour avoir présenté cette découverte non seulement comme de l'histoire, mais comme une inspiration pour le présent. Mon équipe travaille sur un projet de redéveloppement urbain durable dans la banlieue de Stockholm. Nous luttons pour convaincre les autorités d'investir dans des espaces verts et des transports publics plutôt que dans plus de routes et de parkings. Maintenant, je peux leur montrer les plans de Léonard et dire « Regardez, même il y a 500 ans, les plus grands esprits comprenaient ces principes. Vous nous avez donné une arme dans cette bataille. » Isabelle sentit les larmes lui montaient aux yeux. C'est exactement ce que Léonard et François auraient voulu, que leur vision serve à construire un monde meilleur. Les 2 femmes restèrent un moment dans la cour, regardant la silhouette majestueuse du château se découper contre le ciel. Puis Dr Johansson dit quelque chose qui resta avec Isabelle pour toujours. Vous savez ce qui est vraiment remarquable? Ce n'est pas que Léonard ait pu concevoir tout cela il y a 500 ans, c'est qu'il nous a fallu 500 ans pour être prêts à l'écouter. Chapitre 6. Le legs. 6 mois après la découverte, l'Institut François et Léonard ouvrait officiellement ses portes dans une aile restaurée du château de Chambord. Le bâtiment avait été soigneusement modernisé avec les dernières technologies tout en préservant son caractère Renaissance. Un équilibre parfait entre passé et futur qui aurait plu à Léonard lui-même. Isabelle avait été nommée directrice de recherche de l'Institut, un poste qu'elle avait accepté avec joie et appréhension. Elle avait quitté son confortable poste universitaire à Paris pour s'installer dans la campagne de Sologne, dans une petite maison avec vue sur le château. Le premier symposium de l'Institut attirait des participants de 32 pays. Architectes, urbanistes, historiens, ingénieurs, tous réunis pour étudier les principes que Léonard et François avaient développés. L'événement durait 1 semaine, combinant conférences académiques, ateliers pratiques et visites de la chambre secrète. « C'est incroyable », dit Marguerite, qui était devenue la conservatrice en chef du projet Chambord. Elle et Isabelle observaient les participants remplir l'auditorium pour la session d'ouverture. Il y a 6 mois, c'était juste nous 3 dans cette chambre secrète. Maintenant, regarde. Isabelle hocha la tête, émue. Léonard et François espéraient que leur message trouverait écho un jour. Je ne pense pas qu'ils auraient pu imaginer cet impact. La conférence d'ouverture était donnée par un architecte renommé de Singapour qui avait passé les derniers mois à étudier les plans de Léonard. Ce que Léonard comprenait, c'est que la ville n'était pas une machine, mais un écosystème. Chaque élément doit supporter et enrichir les autres. Les rues ne sont pas justes pour le transport, mais pour la vie sociale. Les bâtiments ne sont pas juste des abris, mais des participants actifs au climat urbain. Les espaces verts ne sont pas du luxe, mais une nécessité vitale. Il montra des diagrammes comparant les plans de Léonard avec des développements urbains modernes réussis. Les similitudes étaient frappantes.
Nous avons réinventé ces principes par essais et erreurs, par des décennies d'erreurs coûteuses en planification urbaine. Léonard les avait compris intuitivement grâce à son obsession de l'étude de la nature et du corps humain. Il appliquait les mêmes principes d'organisation et d'efficience qu'il voyait dans les systèmes naturels. Durant la semaine, plusieurs projets concrets émergèrent. Une équipe japonaise proposait d'appliquer les principes de ventilation naturelle de Léonard aux reconstructions de quartiers post-catastrophe. Des urbanistes néerlandais voyaient dans ces systèmes de canaux des solutions pour les villes confrontées à la montée des eaux. Des architectes africains étudiaient comment ces designs bioclimatiques pouvaient être adaptés aux climats tropicaux. Mais le projet le plus ambitieux venait d'un consortium français-italien. Il proposait de créer une communauté modèle près d'Amboise, là où Léonard avait passé ses dernières années, basée directement sur ses principes urbanistiques. Pas une réplique historique, mais une interprétation moderne et viable. « Nous l'appellerions Cité Léonard », expliqua l'architecte principal lors d'une présentation. Une communauté de 5000 habitants, autonome en énergie, avec agriculture urbaine intégrée, transport uniquement piétons et vélos, bâtiments en matériaux locaux utilisant des techniques de construction passive, un laboratoire vivant pour l'urbanisme du futur inspiré par la vision du passé. L'enthousiasme dans la salle était palpable. Des investisseurs potentiels approchaient déjà le consortium. Les autorités locales exprimaient leur intérêt. Le projet pourrait réellement se concrétiser. Le dernier soir du symposium, Isabelle organisa une visite spéciale de la chambre secrète pour les conférenciers principaux. Ils montèrent l'escalier à double révolution en suivant le rythme du métronome, l'expérience devenue presque rituelle maintenant. Le mécanisme s'activa avec son clic satisfaisant et la porte secrète s'ouvrit. Dans la chambre circulaire, maintenant équipée d'un éclairage LED discret qui préservait les dessins tout en les rendant visibles, le groupe se rassembla en silence. Même après avoir vu des milliers de photos, être dans l'espace réel où Léonard et François avaient collaboré était une expérience profondément émouvante. « Je voudrais lire quelque chose », dit Isabelle. Elle sortit un petit carnet, pas un des originaux, mais sa propre transcription. C'est tiré des dernières pages du journal de Léonard. Quelque chose que nous n'avons pas rendu public lors de l'annonce initiale. Ça semblait trop personnel. Mais je pense que vous, dans cette pièce, méritez de l'entendre. Elle commença à lire, sa voix résonnant doucement dans l'espace circulaire. Je suis vieux maintenant, et mes mains tremblent trop pour dessiner avec la précision que je voudrais. Mais mon esprit est clair, peut-être plus clair qu'il ne l'a jamais été. Je vois maintenant ce que je n'ai pas pu accomplir dans ma vie. Tant de projets inachevés, tant de visions non réalisées. Mais François m'a donné un dernier cadeau, l'espoir que mes idées survivront. Cette chambre que nous créons ensemble n'est pas un tombeau pour des rêves morts, c'est une graine plantée dans les fondations de son plus grand château, attendant le moment propice pour germer. Je ne sais pas quand ce moment viendra, 100 ans, 200 ans, peut-être jamais, mais si quelqu'un trouve ceci, si quelqu'un a la curiosité et l'intelligence pour résoudre notre énigme, alors peut-être le monde sera prêt. À vous, lecteurs inconnus du futur, je laisse cette pensée. La vraie connaissance ne vieillit jamais. Les principes de l'harmonie, de l'équilibre, de la fonction servant la beauté et la beauté servant la fonction, ces vérités sont éternelles. Votre monde aura des technologies que je ne peux imaginer, mais vous aurez toujours besoin de sagesse pour les utiliser bien. Construisez avec soin, créez avec amour, regardez la nature comme votre professeur, car elle est plus sage que n'importe quel livre. Et n'oubliez jamais que le but ultime de tout art et toute science est d'améliorer la vie humaine, de créer des espaces où les gens puissent se fleurir, rêver et devenir leur meilleur soi. C'est là mon testament, plus précieux que n'importe quelle peinture. Si vous l'avez trouvé, utilisez-le bien. Leonardus Vincis, ce 1er jour de mai, an de grâce 1519. Un silence profond suivit la lecture. Isabelle vit plusieurs personnes essuyer discrètement des larmes. Elle-même sentait l'émotion lui serrer la gorge. « Il nous parlait », dit l'architecte de Singapour. « À travers 5 siècles, il nous parlait directement. Et nous avons enfin écouté », ajouta l'urbaniste hollandaise. Le groupe resta dans la chambre encore 1 heure, discutant doucement, prenant des notes, contemplant les dessins sur les murs.
Quand ils redescendirent finalement, la lune était haute dans le ciel, sa lumière argentée baignant les tours de Chambord. Isabelle resta en arrière, seule, pour un moment dans la chambre. Elle posa sa main sur le mur, sentant la texture du plâtre vieux de 500 ans sous ses doigts. « Merci », murmura-t-elle. Elle ne savait pas si elle parlait à Léonard, à François ou à eux deux. « Merci de croire en nous, en le futur, en la possibilité que l'humanité pourrait un jour être digne de votre vision. » Dans le silence de la chambre secrète, elle crut encore presque entendre une réponse, portée par les échos de l'histoire et de l'espoir. Épilogue. 5 ans après. Isabelle se tenait sur une holline survolant la Loire près d'Amboise. En bas, dans la vallée, s'élevait quelque chose de remarquable. Cité Léonard, maintenant dans sa 3e phase de construction. Le projet avait dépassé toutes les attentes. Ce qui avait commencé comme une communauté expérimentale de 5000 habitants s'était transformé en un modèle étudié par les urbanistes du monde entier. Les bâtiments, construits en pierre locale et bois, s'intégraient harmonieusement dans le paysage. Des jardins en terrasse recouvraient les toits. Des canaux couraient entre les structures, fournissant à la fois transport aquatique et régulation thermique, exactement comme Léonard l'avait envisagé. Impressionnant, n'est-ce pas? Henri Beaumont, maintenant retraité mais toujours impliqué comme consultant, avait rejoint Isabelle sur la colline. Qui aurait cru que nous verrions ceci de notre vivant? Léonard l'a cru, répondit Isabelle avec un sourire. François l'a cru. Ils ont juste eu 500 ans d'avance. L'Institut François et Léonard était maintenant un centre de recherche de renommée mondiale. 3 autres projets inspirés par les plans de Léonard étaient en cours. Un quartier à Rotterdam, incorporant ses systèmes hydrauliques, un développement au Chili, utilisant ses principes de ventilation naturelle, et une communauté au Japon intégrant ses concepts de jardins urbains comestibles. Mais plus important que les bâtiments eux-mêmes était le changement de philosophie qu'ils représentaient. Les principes de Léonard, design holistique, intégration avec la nature, priorité donnée à la vie humaine sur la pure efficacité économique, étaient maintenant enseignés dans les écoles d'architecture du monde entier. J'ai reçu une lettre ce matin, de la petite fille de Dr Johansson, celle qui travaillait sur le projet à Stockholm. Elle étudie l'architecture maintenant. Elle dit que notre découverte l'a inspirée à consacrer sa vie à créer de meilleurs espaces pour les gens. Une nouvelle génération, murmura Henri. C'est exactement ce que Léonard voulait. Pas des disciples qui copieraient servilement ses idées, mais des penseurs qui comprendraient ses principes et les développeraient plus loin. Ils restèrent un moment en silence, regardant le soleil descendre derrière Cité Léonard. Les lumières commençaient à s'allumer dans les bâtiments. Pas des néons brutaux, mais des éclairages doux et chauds qui s'harmonisaient avec le crépuscule. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit Isabelle. « Ce n'est pas que nous ayons trouvé ces plans, c'est qu'ils nous attendaient. Léonard et François ont créé cette capsule temporelle avec une foi absolue que quelqu'un un jour la trouverait et comprendrait. C'est peut-être la plus grande leçon de toute l'histoire. Quelle leçon? Que l'espoir est un acte de foi, que les graines que nous plantons aujourd'hui peuvent fleurir dans des siècles, que notre travail, notre vision peut survivre bien au-delà de nos vies si nous avons le courage de le préserver pour ceux qui viendront après. » Henri hocha pensivement. « Tu penses à quoi ?» Isabelle sourit mystérieusement. « J'ai commencé à travailler sur quelque chose, un nouveau projet pour l'Institut. Nous documentons tout ce que nous avons appris ces 5 dernières années, non seulement les principes de Léonard, mais comment nous les avons adaptés, les défis que nous avons rencontrés, les solutions que nous avons trouvées, un guide complet pour l'urbanisme durable. Un nouveau traité d'architecture? Quelque chose comme ça, mais pas seulement un livre, un ensemble multimédia complet, texte, vidéo, plans, études de cas, et nous le rendrons entièrement libre d'accès, disponible gratuitement pour quiconque dans le monde veut l'utiliser. Notre propre cadeau au futur, réalisa Henri. Exactement. Léonard et François nous ont donné leur sagesse à travers les siècles. Le moins que nous puissions faire est de transmettre la nôtre.
Peut-être qu'en 100 ans, quelqu'un lira notre travail et aura une idée qui changera encore le monde. Le soleil avait maintenant disparu derrière l'horizon, laissant le ciel strié de rose et d'or. En Bessage, Cité Léonard brillait doucement, un phare d'espoir et de possibilités. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit Isabelle. « Ce n'est pas que nous ayons trouvé ces plans, c'est qu'ils nous attendaient. Léonard et François ont créé cette capsule temporelle avec une foi absolue que quelqu'un un jour la trouverait et comprendrait. C'est peut-être la plus grande leçon de toute l'histoire. Quelle leçon ? Que l'espoir est un acte de foi, que les graines que nous plantons aujourd'hui peuvent fleurir dans des siècles, que notre travail, notre vision peut survivre bien au-delà de nos vies si nous avons le courage de le préserver pour ceux qui viendront après. Et il vivrait encore, porté de génération en génération, un testament éternel au pouvoir de la vision, de la collaboration et de la foi inébranlable en un avenir meilleur. La malédiction de Chambord était brisée. Le mystère de François Ier était résolu, mais l'histoire, la vraie histoire, ne faisait que commencer.